Février 2001. Dans les couloirs de la 20th Century Fox, c'est la débandade. Un film vient de sortir et personne ne veut en parler. Le film s'appelle Monkeybone. Sur le papier, c'était du béton. Fraser, au sommet après la momie, Henry Selick, le génie de L'Étrange Noël de M 75 millions de budget, des techniques d'animation révolutionnaires. Résultat, 7,6 millions de recettes mondiales. Un carnage absolu qui entre direct dans les annales des plus gros ratages d'Hollywood. Mais Monkeybone, c'est bien plus qu'un simple flop. C'est le symbole d'une industrie en pleine mutation. En 2001, Hollywood bascule définitivement. Fini les paris artistiques, place aux franchises et aux formules éprouvées. Ce film sera l'une des dernières victimes de cette transition brutale. Un projet né de l'ancien Hollywood, celui qui osait encore expérimenter, mais exécuter dans le nouveau. Celui qui ne pardonne aucune originalité. Comment une équipe de rêve accouche-t-elle d'un tel désastre ? Qu'est-ce qui a foiré ? Et surtout, que nous révèle cet échec sur les dysfonctionnements profonds d'une industrie qui a peur de sa propre créativité. On va disséquer ensemble l'un des naufrages les plus fascinants de l'histoire du cinéma. Tout commence par une BD underground, Dark Town de Kaja Blackley. Un seul numéro publié en 1995 par Mad Monkey Press. L'histoire d'un homme dans le coma, Jacques de Bergerac, piégé dans un monde peuplé de marionnettes cauchemardesques aux yeux de boutons. Les seigneurs de Darktown tentent de tuer Jacques pour utiliser son corps dans le monde réel. Henry Selick découvre cette pépite par hasard grâce à un fan de San Francisco qui la transmet à l'une de ses productrices. Coup de foudre immédiat. Selick y voit exactement le genre de matériau tordu qu'il adore transformer. Un univers sombre, psychologique, peuplé de créatures cauchemardesques. Mais Selick ne se contente pas d'adapter, il réinvente. Jacques de Bergerac devient Stuart Miley, dessinateur de BD dépressif. Et surtout, Selick crée un personnage qui n'existait pas dans la BD originale, Monkeybone. Ce singe voyou devient la star du comic strip de Stu. Pas un gentil compagnon, mais une créature malicieuse, sexuellement explicite, moralement douteuse. Le genre de personnage qui surgit de l'inconscient masculin dans ce qu'il a de plus trouble. Monkeybone, c'est l'incarnation de tous les instincts que Stu refoule dans sa vie bien rangée. Dans la vision de Selick, quand Stu tombe dans le coma et atterrit dans Downtown, l'équivalent de Darktown dans la BD, il y rencontre son propre alter ego. Monkeybone prend vie, devient réel et révèle sa vraie nature. Une créature cupide, immorale, obsédée par le sexe et le pouvoir. L'équipe assemblée autour de ce projet, c'est du rêve hollywoodien. Henry Selick à la réalisation, au sommet de son art, après L'Étrange Noël de M le maître mondial de l'animation en stop motion, celui qui sait mélanger réel et imaginaire comme personne d'autre. Sam Hamm au scénario, l'homme qui a écrit Batman en 1989, celui qui a su donner une profondeur psychologique au Chevalier Noir de Tim Burton. Si quelqu'un peut transformer une BD underground en blockbuster intelligent, c'est bien lui. Chris Columbus en producteur exécutif, à l'époque c'est Monsieur Famille par excellence. Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion, Columbus, c'est la garantie qu'un film bizarre trouvera quand même son public. Et Fraser en vedette. 1999-2000, c'est son moment de grâce absolue. La momie vient de cartonner, il enchaîne les succès en comédie fantastique. Fraser maîtrise parfaitement ce registre décalé entre aventure et humour. Mais le vrai architecte du projet, c'est Bill Mechanic, président de la 20th Century Fox depuis 1994 et surtout l'un des derniers dirigeants hollywoodiens à encore prendre des risques artistiques. Mechanic, c'est le type qui a dit oui à Titanic quand tout le monde pensait que James Cameron avait perdu la boule. 200 millions de budget dans un film sur un bateau qui coule, Mechanic y a cru. Résultat, 2 milliards de recettes mondiales. C'est aussi lui qui a soutenu des projets atypiques comme Fight Club de David Fincher. Des films qui divisent, qui dérangent, mais qui marquent l'histoire du cinéma. Pour Mechanic, Hollywood doit innover, pas seulement reproduire des formules éprouvées. Quand Selick lui présente Monkeybone, Mechanic voit immédiatement le potentiel. Un film d'animation hybride pour adultes, technique révolutionnaire, porté par une star en pleine ascension, c'est exactement le genre de pari qu'il aime faire. 75 millions de dollars de budget pour cette expérimentation audacieuse. Selick développe une vision subversive. Dans Downtown, cet univers de limbe carnavalesque, Stu
affronte son alter ego dérangeant. Le film explore la créativité comme exutoire aux pulsions, l'art comme sublimation des instincts, loin du divertissement familial habituel. Les innovations techniques sont révolutionnaires. Selick perfectionne la fusion live-action stop-motion, permettant à Fraser d'interagir directement avec des créatures animées image par image, du jamais vu à cette échelle. Fin 1999, tout le monde y croit. L'équipe est rodée, la star est bankable, le concept est original, que peut-il mal se passer? Juin 2000, l'apocalypse. Bill Mechanic, le protecteur du projet, se fait virer par Rupert Murdoch. Le patron de News Corporation en a marre de voir son président jouer au casino avec l'argent des actionnaires. The head of the studio, Bill Mechanic, he got fired. It was Rupert Murdoch, who, owned 20th Century Fox. He's still out there twisting the news and all that. But Bill he had huge hit films. He did the Titanic. He did Something About Mary. He had tons and tons of success, but he liked to take a chance. So he did Fight Club with David Fincher, and this film. And Rupert just hated that he took chances, so he got fired. We had a new person come in, not an evil person, but it was sort of like, what the hell are we going to do with this film? Tom Rothman et Jim Giannopoulos reprennent les rênes avec une philosophie radicalement différente. Fini les expérimentations coûteuses, place aux franchises sûres et aux films calibrés pour le grand public. Du jour au lendemain, Monkeybone devient orphelin, un projet fantôme que la nouvelle direction regarde avec suspicion. Retour en arrière, Selick avait initialement une autre star en tête, Ben Stiller. L'acteur sortait de Marie à tout prix, un carton absolu. Il était chaud pour le projet, mais avec une condition non négociable, réécrire le script avec ses propres scénaristes pour le rendre plus drôle. The first choice was Ben Stiller. Ben Stiller, his film Something About Mary had been made, and I saw it. It was made at the same studio, 20th Century Fox. Mm-hmm. And I knew it was going to be a huge hit. And so we went to him before the film came out, and he was really interested in doing it. And I wanted to support that. And, he wanted to bring in writers because he didn't think it was funny enough. He was right. And, it's just one of those things where I know now, you do what you have to for your movie. The movie has to come first over friendship, over loyalty. I mean, you're not killing people if you fire them, but if they're not good for a movie, you don't keep them. And the first writer that was a friend, I should have gone with Ben, because the first writer still would have gotten his credit, but Ben would have made that movie way funnier. And I just think he was at that time in his life, he probably could have handled that part a little better than Brendan. Été 2000, les premières projections test tournent au désastre. Le public sort de là complètement perdu. Trop bizarre pour les familles, trop édulcoré pour les adultes. Les spectateurs ne savent pas s'ils ont vu une comédie familiale ou un cauchemar expérimental. La nouvelle direction de la Fox panique. Comment vendre ce truc? À qui? Comment expliquer à Rupert Murdoch qu'on a dépensé 75 millions de dollars pour un ovni incompréhensible? Commence alors un massacre créatif sans précédent. Le film va subir 3 montages successifs, chacun s'éloignant davantage de la vision originale de Selick. Premier montage, la version de Selick, sombre, psychologique, axée sur la confrontation entre Stu et ses démons intérieurs. Les séquences d'animation en stop motion sont omniprésentes. L'univers de Downtown foisonne de détails dérangeants. Deuxième montage, version allégée par les producteurs. On coupe les moments les plus perturbants, on clarifie la narration, on réduit la part d'animation. Le film devient plus linéaire, mais perd de son identité. Troisième montage, Chris Columbus reprend tout. Mission: transformer cette curiosité d'auteur en divertissement familial. Columbus impose sa vision grand public. Le héros doit rester identifiable, l'intrigue compréhensible, le ton plus léger. And so it was cut to the bone. It was taken away from me and recut. There was a lot more animation in it. And at the end of the day, it's called dumping. They dumped the film with no publicity, not a single ad, because they just figured, well, it's a failure, we don't want to help it in any which way. 30 minutes de séquences stop motion supprimées, des sous-intrigues entières coupées, l'exploration psychanalytique remplacée par une histoire de molécules de cauchemar rajoutée à la va-vite pour clarifier le récit. Columbus refuse catégoriquement l'idée que le héros puisse devenir une marionnette, trop perturbant pour l'identification du spectateur. Henry Selick assiste impuissant
au massacre de sa vision. Lui qui avait eu carte blanche sur L'Étrange Noël de M Jack se retrouve dessaisi de son propre film. Cette expérience traumatisante le vaccinera à vie contre le live action. My main lesson learned is I don't really do well in the live action universe. I've done a little bits of it here and there, but I love my world of stop motion. The animators, the crew there. I like working with actors for the voices, and that's really my strength. So I went down a slippery slope to make Monkeybone, but the film that came out is not my vision of what the film could have been, and I don't thrive in that world. You got a whole army of people focused on getting one shot. Now you might have a second unit doing, some effect shots or things like that. But in stop motion, you have your army divided into these little teams, and we're doing a whole bunch of shots at once, very slowly. Mm-hmm. And it's just that's what I'm meant to do. I'm not meant to direct live action. Pendant que le montage vire au cauchemar, d'autres signaux d'alarme s'allument. Le marketing de la Fox ne sait pas comment positionner le film. Comédie familiale, film d'animation, horreur légère, l'identité du projet est devenue si floue qu'aucune stratégie promotionnelle cohérente n'émerge. Les dates de sortie se multiplient et s'annulent. Été 2000, automne, Thanksgiving, Noël, chaque report témoigne de l'embarras du studio face à son propre film. Fin 2000, Monkeybone est devenu un film fantôme dans les couloirs de la Fox. Personne ne veut en parler. Tout le monde espère que le problème se résoudra de lui-même. Mais 75 millions de dollars, ça ne disparaît pas par magie. La nouvelle direction cherche le créneau le moins risqué pour s'en débarrasser. Février 2001, le cimetière des éléphants hollywoodiens. C'est là que meurent les projets qu'on ne sait plus comment vendre. 23 février 2001, Monkeybone sort dans 1722 salles américaines. Premier week-end, 2,7 millions de dollars. C'est déjà la catastrophe. Pour vous donner une idée, La Momie avait fait 43 millions pour son premier week-end. Là, on est sur un niveau film indépendant avec un budget de blockbuster. Résultat final, 7,6 millions de dollars de recettes mondiales, soit une perte sèche de plus de 67 millions de dollars. Un ratio catastrophique qui place Monkeybone parmi les plus gros flops de l'histoire d'Hollywood. Les critiques qui sortent sont d'une violence inouïe, pas seulement négative, carrément haineuse. Entertainment Weekly tire un cauchemar éveillé. Variety parle d'expérience pénible. Mais l'ironie cruelle, c'est ce que révèle Selick. The funniest thing of all, though, we did get rave reviews in the New York Times, in the LA Times, like top, the best, they said best comedy of the year. But then for a lot of other critics, it's like they're angry about this film. It was upsetting to them. It made them mad. And so I've two thoughts: that it would never have been a big hit. It certainly would have done better if they'd advertised a little, or if they took those. Okay, so it would have been more successful, but never a big hit, if they'd actually promoted it. Cette polarisation témoigne de l'identité floue du projet. Les critiques qui s'attendaient à du divertissement familial sont choqués. Ceux qui espéraient un film d'auteur sont déçus par les compromis. Brendan Fraser assiste impuissant à l'effondrement. L'acteur qui était au sommet de sa gloire voit sa réputation éclaboussée par ce désastre. Entre La Momie et le retour de la momie, cette parenthèse vire au cauchemar professionnel. Dans les couloirs de la Fox, on évite soigneusement le sujet. Tom Rothman et Jim Giannopoulos peuvent pointer ce flop comme la preuve que l'ancienne direction prenait des risques inconsidérés. Mais au-delà des chiffres, c'est toute une philosophie du cinéma qui vient de mourir. Monkeybone était le symbole d'un Hollywood encore capable de prendre des risques créatifs. Son échec retentissant sonne le glas de cette époque. Le film est mort, mais ses leçons vont façonner Hollywood pour les décennies à venir. L'histoire de Monkeybone ne s'arrête pas à son échec au box-office. Les conséquences vont se répercuter pendant des années. Pour Henry Selick, Monkeybone représente un traumatisme créatif dont il ne se remettra jamais. L'homme qui avait révolutionné l'animation se retrouve dessaisi de son propre film, humilié publiquement. Ses réactions radicales.
plus jamais de live action, plus jamais de compromis avec les studios. Selick retourne définitivement à l'animation pure, à son univers de marionnettes où il garde le contrôle total. Il faudra attendre 2009 et Coraline pour qu'il revienne au premier plan. Cette fois, les conditions sont différentes. Il travaille avec une production indépendante, le studio Laika lui fait confiance et lui accorde une liberté créative totale. Le résultat, un chef-d'œuvre acclamé par la critique et rentable au box-office. Coraline, c'est la revanche de Selick, la preuve que sa vision fonctionne quand on ne le sabote pas. Pour Brendan Fraser, Monkeybone marque le début d'une spirale descendante qui va durer 15 ans. L'acteur au sommet voit sa réputation s'effriter. Certes, le retour de la momie sort 3 mois après et cartonne, mais l'échec du film laisse des traces. Fraser devient moins désirable pour les gros budgets. Les studios doutent de sa capacité à porter autre chose que de l'action. S'ensuivent des années difficiles, la Momie 3 qui déçoit, des films indépendants invisibles, des problèmes de santé, Fraser disparaît du premier plan. Il faudra attendre 2022 et The Whale pour son retour triomphal, avec en prime un Oscar du meilleur acteur. Pour la Fox, Monkeybone devient l'exemple parfait de ce qu'il ne faut plus faire. Les années suivantes le confirment, X-Men et ses suites, L'Âge de glace et son merchandising. L'originalité devient suspecte, l'expérimentation interdite. Cette transformation annonce ce qui va arriver à tout Hollywood, abandon de la prise de risque au profit des formules éprouvées. Car Monkeybone arrive à un moment charnière. 2001, c'est l'année où tout change. Le Seigneur des Anneaux démontre le potentiel des univers étendus. Harry Potter lance les adaptations de best-sellers. Spider-Man confirme la rentabilité des super-héros. Dans ce paysage, Monkeybone fait figure de dinosaure, un film isolé, sans suite, sans merchandising. Son échec sert d'épouvantail. Voilà ce qui arrive quand on s'éloigne des formules. Pourquoi prendre des risques avec de l'originalité quand on peut adapter du connu? La leçon est retenue. L'échec de Monkeybone a des conséquences spécifiques sur l'animation. Le film était censé prouver que la stop motion pouvait encore séduire le grand public. Son naufrage commercial convainc les studios du contraire. Pendant des années, l'animation va se concentrer sur 2 créneaux bien distincts. Le tout familial, version Pixar DreamWorks d'un côté, et l'animation pour adultes à la télévision de l'autre. L'entre-deux, cette animation hybride pour tout public, disparaît presque complètement. La vraie tragédie de cette histoire, elle ne parle pas que de Monkeybone. Elle parle de tous les films qu'on n'a pas fait par peur de l'échec, de tous les artistes qu'on a muselés par prudence commerciale. Combien de projets originaux ont été enterrés dans les salles de réunion après l'échec du film? Combien de réalisateurs ont renoncé à leurs visions les plus audacieuses? Combien de studios ont préféré financer une énième suite plutôt que de prendre le risque de l'innovation? Cette peur a façonné le cinéma que nous connaissons, un cinéma de franchise, de suite, d'adaptation. Un cinéma qui a oublié comment surprendre. Monkeybone n'était peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il était unique. Et dans un monde où l'unicité devient de plus en plus rare, c'est peut-être ce qui compte le plus. L'histoire de Monkeybone, c'est l'histoire de tous les films qu'on ne verra jamais. Et ça, c'est le vrai drame.